Tu peux être une personne brillante, généreuse, drôle, solide, attentionnée, et malgré tout attirer une personne narcissique. Et ça, il faut l'entendre tout de suite, parce que beaucoup de personnes se trompent à cet endroit. Elles pensent, si j'ai attiré ce type de personne, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. Non. Très souvent, ce qui attire une personne narcissique, c'est justement ce qu'il y a de beau, de vivant et de précieux chez toi. Ton énergie, ta gentillesse, ton empathie, ta stabilité, ton rayonnement, ton statut parfois, ton apparence aussi, ou simplement le fait que tu sais valoriser les autres. Donc non, le problème n'est pas d'être toi. Le vrai enjeu, c'est de savoir reconnaître ce qui se passe avant que le manège prenne trop de vitesse. Parce qu'au début, ça ressemble rarement à un cauchemar. Au début, ça ressemble souvent à quelque chose d'intense, de flatteur, presque magique. Et c'est précisément pour ça que c'est si piégeux. Avant d'aller plus loin, il faut clarifier un point essentiel. On entend partout les mots « narcissique » et « trouble de la personnalité narcissique », comme s'ils voulaient dire exactement la même chose. En réalité, ce n'est pas si simple. Le narcissisme, c'est un style de personnalité. Un fonctionnement. Une façon d'être au monde marquée par l'égocentrisme, le besoin de validation, le sentiment de supériorité, le manque d'empathie, l'arrogance, l'envie, le besoin d'admiration. Le trouble de la personnalité narcissique, lui, est un diagnostic clinique posé par un professionnel formé dans un cadre précis. Et ça, dans la vraie vie, la plupart des gens ne l'auront jamais comme information. Donc si tu es en train d'essayer de comprendre ce que tu as vécu, ne te perds pas dans cette question, mais est-ce qu'il ou elle a officiellement un diagnostic? Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le fonctionnement. Les schémas. Les effets. Ce que cette relation te fait vivre. Parce qu'une personne peut n'avoir jamais été diagnostiquée et pourtant détruire profondément l'équilibre émotionnel de son entourage. Et à l'inverse, le simple fait qu'un diagnostic existe ne dit pas automatiquement tout sur la gravité concrète du comportement. Ce qui compte, ce sont les dynamiques relationnelles. Et justement, pourquoi a-t-on l'impression que tout le monde parle de narcissisme aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Pas forcément. Il y en a probablement toujours eu. On n'avait juste pas les mots. On n'avait pas la grille de lecture. Pendant très longtemps, on appelait ça autrement. On disait, c'est quelqu'un de difficile, c'est un tyran, c'est une personne impossible, c'est un séducteur, c'est un manipulateur. Aujourd'hui, on comprend mieux que certains comportements s'organisent autour de schémas cohérents. Et ça change tout, parce que ça permet enfin aux victimes de sortir de la confusion. De comprendre que ce qu'elles vivent n'est pas un simple malentendu, ni une succession de mauvaises journées, ni un problème qu'elles vont résoudre en aimant plus fort. Et c'est là qu'on arrive à une question que beaucoup se posent, comment faire pour ne plus attirer ce type de personnes? La réponse est à la fois frustrante et libératrice. Tu ne peux pas toujours empêcher qu'une personne narcissique soit attirée par toi. Parce qu'elle cherche ce qu'on appelle du supply, c'est-à-dire une source d'alimentation narcissique. Ça peut être ta beauté, ton intelligence, ton empathie, ton admiration, ta présence, ton énergie, ton statut social, ta réussite, ton écoute. Tu peux être attirante pour ce type de personne simplement parce que tu es une belle personne intérieurement. Donc la solution, ce n'est pas de devenir froide, fermée ou méfiante envers tout le monde. La solution, c'est d'apprendre à repérer rapidement ce qui se joue, et à descendre du manège avant d'être aspiré par le cycle. Alors à quoi ressemble ce cycle? Il y a une structure assez constante dans les relations narcissiques. Et c'est important de la comprendre, parce qu'elle explique pourquoi tant de personnes intelligentes, fortes, sensibles, bien dans leur peau au départ, finissent malgré tout épuisées, confuses et détruites dans ce type de relation. Imagine la personnalité narcissique comme un volcan. À l'intérieur, il y a quelque chose de très instable, de la honte, de l'insécurité, une profonde fragilité. Mais au-dessus, il y a un couvercle. Et ce couvercle, c'est la grandiosité, le sentiment de supériorité, l'arrogance, le besoin de contrôle, l'impression d'être exceptionnel. Tant que ce couvercle tient, tout semble plus ou moins stable. Mais dès qu'un événement le déplace, une critique, une frustration, un refus, une limite, un retard, un désaccord, une blessure narcissique,
alors ce qui était dessous remonte brutalement. Et ce qui sort, c'est souvent la rage, la manipulation, l'agressivité, l'humiliation, le déni, le retournement de situation. Dans la relation, ça prend des formes très reconnaissables. Il y a d'abord souvent une phase extrêmement séduisante. Une phase d'idéalisation. La personne semble intensément présente, fascinée par toi, attentive, connectée, parfois même incroyablement à l'écoute. On appelle souvent ça le love bombing. Mais ce n'est pas juste de l'amour intense. C'est aussi, très souvent, une phase de collecte d'informations. La personne apprend qui tu es, ce qui te touche, ce qui te manque, ce dont tu rêves, ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Et plus tard, parfois, ce que tu as livré dans la confiance sera retourné contre toi. Au début, tout paraît extraordinaire. Puis, petit à petit, quelque chose change. Ce n'est pas forcément brutal. Et c'est justement ce qui rend le processus si insidieux. Au départ, tu as 10 expériences positives pour une expérience dérangeante. Tu te dis, bon, tout le monde peut avoir une mauvaise journée, puis ça devient 9 pour une. Puis 8. Puis 6. Puis un jour, tu te rends compte que tu passes autant de temps à souffrir qu'à être bien. Et parfois davantage. Mais comme il reste encore quelques moments de chaleur, quelques gestes tendres, quelques promesses, quelques retours de la personne du début, tu t'accroches à l'idée que cette version-là est la vraie. Et c'est là que le lien traumatique commence à s'installer. Ce va-et-vient entre le chaud et le froid, entre la proximité et le rejet, entre la promesse et la trahison, crée une dépendance émotionnelle extrêmement puissante. Tu ne cours plus après une relation saine. Tu cours après le retour des rares moments où tout semblait parfait. Et plus tu souffres, plus tu cherches l'explication en toi-même. Tu te demandes ce que tu as mal fait. Pourquoi ça a changé? Comment retrouver le début? Comment redevenir celle ou celui qui était aimé, valorisé, désiré? Et pendant ce temps-là, la personne narcissique continue à déplacer les lignes. Dans cette phase, on voit apparaître des dynamiques très typiques. Manipulation, invalidation, minimisation de ce que tu ressens, gaslighting, colère disproportionnée, promesses non tenues, projection, inversion de culpabilité, mensonge, trahison, parfois infidélité, négligence croissante. Tu donnes de plus en plus, et tu reçois de moins en moins. Tu finis par vivre sur des miettes, un message gentil, un regard tendre, une soirée correcte, un compliment isolé. Et ces miettes deviennent précieuses parce que ton système nerveux est déjà conditionné à attendre le prochain soulagement. Dans ce type de relation, l'autre n'est pas réellement rencontré comme un sujet. Il est utilisé comme un objet. C'est violent à entendre, mais souvent très vrai. Tes besoins deviennent gênants. Tes limites deviennent agaçantes. Ton vécu subjectif n'a pas vraiment de place. Ce qui compte, c'est l'utilité que tu représentes pour l'autre. Tant que tu nourris son ego, son confort, son image ou son contrôle, tu es valorisé. Dès que tu commences à exister comme une personne à part entière, avec tes besoins, tes demandes, tes ressentis, tu peux devenir une nuisance. Et alors beaucoup se demandent, pourquoi est-ce que je suis resté? Pourquoi est-ce que je justifie encore? Pourquoi une part de moi continue à excuser? La réponse est profondément humaine. L'attachement est un besoin fondamental. Nous avons besoin de liens. Nous avons besoin de relations. Nous avons besoin d'amour. Et quand ce besoin se mélange à la confusion, à l'espoir, au conditionnement, au trauma bon, aux injonctions sociales, aux fantasmes de réparation, on finit par justifier l'injustifiable. On se raconte des phrases comme « Tout le monde peut traverser une mauvaise période. Les relations sont difficiles. Il ou elle a eu une enfance compliquée. Moi non plus je ne suis pas parfaite. On a quand même vécu de beaux moments. Cette semaine, ça allait mieux. Il ou elle m'a dit qu'il m'aimait. Peut-être que je demande trop. » Et le pire, c'est que l'entourage renforce parfois ces justifications. Il dit « Tu exagères. Tu devrais être plus compréhensive. Il ou elle fait sûrement de son mieux. Il faut pardonner. » Donc non seulement tu es déjà déstabilisé intérieurement, mais en plus le monde extérieur peut te renvoyer que ta lecture n'est pas légitime. Ce qui est frappant, c'est que les personnes qui restent coincées le plus longtemps ne sont pas forcément les plus fragiles au départ. Souvent, ce sont les plus empathiques. Celles qui savent voir plusieurs points de vue. Celles qui supportent l'ambiguïté. Celles qui veulent comprendre. Celles qui savent faire preuve de compassion.
Cette empathie est magnifique, mais dans un contexte narcissique, elle peut devenir une porte d'entrée pour la survie. Tu deviens très gentille, très accommodante, très compréhensive, très patiente, parfois pas seulement parce que c'est ton tempérament, mais aussi parce que ton système a appris que c'était la meilleure stratégie pour limiter les dégâts. Et après coup, tu peux même avoir honte de cette douceur. Te dire, mais pourquoi ai-je été aussi gentille avec quelqu'un qui me détruisait ? Alors qu'en réalité, cette gentillesse a souvent été aussi une réponse de survie. Quand on parle des effets de l'abus narcissique, on voit revenir les mêmes conséquences, rumination, regret, anxiété, tristesse, auto-accusation, doute chronique, hypervigilance, perte de confiance dans sa perception, dissociation douce de ses besoins, troubles du sommeil, difficultés de concentration, changement d'appétit, fatigue nerveuse. Beaucoup de personnes ne développent pas nécessairement une dépression clinique au sens strict, mais elles vivent une usure psychique profonde. Et ce qui est particulier, c'est qu'elles peuvent parfois paraître très fonctionnelles dans d'autres sphères. Elles peuvent continuer à être de bons parents, à travailler, à sourire, à tenir. Mais à l'intérieur, leur système est en état d'alerte. Et il y a quelque chose de très troublant dans cette hypervigilance, elle peut parfois se déguiser en grande empathie. Tu deviens ultra sensible aux émotions de l'autre, aux micro-signaux, aux changements de ton, aux risques de tension. Tu anticipes tout. Tu lis la pièce en permanence. Tu essaies d'éviter les explosions avant même qu'elles n'arrivent. Et là, une vraie question se pose dans la guérison. Est-ce que cette empathie est ton essence, ou est-ce qu'une partie de cette hyper-attention est devenue une adaptation traumatique ? En réalité, les deux peuvent coexister. Et le but de la guérison n'est pas de t'amputer de ta sensibilité. Le but, c'est de retirer la honte, de restaurer le discernement et de t'aider à garder ton cœur sans continuer à t'offrir en sacrifice. C'est aussi pour ça que la question du pardon est si complexe. On entend partout qu'il faut pardonner pour guérir. Mais non. Le pardon n'est pas une obligation thérapeutique. Certaines personnes choisissent de pardonner, d'autres non. Et ne pas pardonner ne signifie pas forcément être bloqué. On peut guérir sans offrir ce cadeau à quelqu'un qui recommencerait immédiatement si on lui laissait de nouveaux accès. On peut même comprendre profondément d'où vient le comportement d'une personne, ressentir une certaine empathie pour sa douleur, pour son histoire, pour ses manques, et malgré tout dire, ce que tu m'as fait est inacceptable. Et je ne te pardonne pas. Empathie et pardon ne sont pas la même chose. Comprendre n'oblige pas à réouvrir la porte. À un moment du processus de guérison, il y a une étape essentielle, l'acceptation radicale. Et ce n'est pas une jolie formule de développement personnel. C'est une étape douloureuse, souvent brutale. L'acceptation radicale, c'est le moment où tu cesses d'espérer que cette personne va changer suffisamment pour que la relation devienne enfin saine. Tu arrêtes de penser, quand les enfants seront grands, ça ira mieux. Quand il ou elle sera moins stressé, ça ira mieux. Quand on aura déménagé, ça ira mieux. Quand il ou elle comprendra enfin, ça ira mieux. L'acceptation radicale, c'est voir clairement, ceci est ce que c'est. Et tant que je reste exposé à ce fonctionnement, ça continuera à me faire mal. Et là, souvent, les gens pensent que cette acceptation va les libérer immédiatement. Pas du tout. Ce qui vient juste après, c'est souvent une immense vague de deuil. Parce qu'on ne perd pas seulement une personne. On perd une histoire. Un futur imaginé. Un espoir. Une version de soi. Une promesse intérieure. Parfois même le parent qu'on a attendu toute sa vie sans jamais vraiment l'avoir. Et ce deuil-là peut être colossal. Tu pleures la relation que tu voulais. La réparation qui n'aura pas lieu. Les années perdues. La personne que tu étais avant de te dissoudre là-dedans. Et ce deuil peut être si douloureux qu'il pousse certaines personnes à retourner dans la relation, juste pour échapper à la violence du manque. Pas parce que la relation est bonne, mais parce que le chagrin est immense. C'est aussi pour ça que reconstruire ne commence pas toujours par de grandes questions existentielles comme « Qui suis-je » ou « Quel est le sens de ma vie ?» Quand on a été chroniquement invalidé, on revient d'abord à des choses minuscules. Est-ce que j'ai froid ? Est-ce que j'ai faim ? Est-ce que je suis fatigué ? Est-ce que j'ai soif ? Qu'est-ce que j'ai envie de manger ? Qu'est-ce que je veux sur ma pizza ? Ça peut paraître ridicule, mais ce n'est pas ridicule du tout. Quand quelqu'un a passé des années à entendre « Tu n'as pas faim, tu viens de manger, tu n'as pas froid, moi j'ai chaud, tu n'es pas fatigué,
tu exagères, tu n'aimes pas ça, tu veux ça, son rapport à sa propre subjectivité a été écrasé. Donc la reconstruction commence souvent par la rééducation des signaux les plus simples. Petit à petit, tu reviens dans ton corps. Tu apprends à sentir ce qui est vrai pour toi. Tu te réautorises à avoir une préférence, un inconfort, une envie, une limite. Et ensuite seulement, plus tard, tu peux commencer à explorer des couches plus profondes. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je défends? Qu'est-ce qui me donne de la joie? Mais pour certaines personnes, surtout quand ces dynamiques ont commencé dans l'enfance, ce n'est même pas une reconstruction. C'est parfois une construction tout court. L'identité n'a jamais eu l'espace pour se former librement. Dans cette guérison, il y a aussi un ingrédient absolument vital, les personnes sûres. Les anti-Galites, si tu veux. Des gens qui voient ce qui se passe et qui te disent calmement « Non, ce n'était pas normal. On ne t'a pas parlé correctement. Tu n'es pas folle. Tu as bien lu la situation. » Ces micro-validations sont immenses. Parce qu'elles réparent petit à petit la confiance dans ta perception. Elles t'aident à sortir du brouillard. Et à chaque fois que quelqu'un de fiable confirme ce que ton corps savait déjà, une petite pièce de toi se remet en place. Évidemment, la progression n'est pas linéaire. Il y a de l'oscillation. Un jour tu te sens clair. Le lendemain tu doutes. Un jour tu sais ce que tu veux. Le lendemain tu te perds. C'est normal. C'est un recalibrage. Une partie de toi essaie de s'individuer, de se séparer, de reprendre sa voix. Une autre partie porte encore la voix intériorisée du narcissisme, du gaslighting, de la critique, de l'humiliation. Ces deux voix se disputent pendant un temps. Et la guérison consiste aussi à apprendre à reconnaître laquelle parle. À dire à la vieille voix, « Merci, je sais que tu essayais autrefois de me protéger, mais tu n'as plus besoin de conduire. » Développer de l'efficacité personnelle aide énormément. Essayer de nouvelles choses. Réussir quelque chose par soi-même. Même de petites choses. Prendre une décision seule. Utiliser une perceuse. Faire une recette. Apprendre une compétence. Commencer une activité qu'on t'aurait autrefois découragé de faire. À chaque réussite, même imparfaite, ton système enregistre « Je peux ». Et cette sensation de capacité rejaillit dans d'autres domaines de la vie. Et puis il y a cette question que beaucoup se posent en silence, est-ce qu'une personne narcissique peut changer? La réponse honnête, c'est, parfois, à petite dose, dans certains cas, avec énormément de conditions. Mais ce n'est pas quelque chose sur quoi tu peux construire ta vie. Oui, certains profils peuvent faire un peu de chemin, surtout lorsqu'il y a un vrai travail thérapeutique, de l'humilité, de la conscience de l'impact sur les autres, un désir authentique de changer et la capacité de rester dans l'inconfort. Mais c'est rare, c'est long, c'est fragile, et beaucoup abandonnent dès que le travail devient vraiment vulnérable. Le cœur du problème, c'est que le narcissisme est rigide. Et la santé mentale, au fond, c'est la flexibilité. La capacité à s'adapter, à se remettre en question, à tolérer la frustration, à reconnaître l'autre comme réel, à réguler ses émotions, à revoir ses schémas. Le narcissisme, lui, résiste à ça. Alors si tu es en train d'attendre que cette personne change, il faut que je te le dise clairement, tu risques d'attendre très longtemps. Et surtout, pendant cette attente, tu peux te perdre toi-même. C'est ça, le vrai prix. Pas juste le temps. Pas juste la frustration. Mais l'érosion progressive de ton être. De ta vitalité. De ta créativité. De ton élan. De tes dons. De ce que tu aurais pu offrir au monde si tu n'avais pas consacré tant d'énergie à essayer d'être enfin assez pour quelqu'un d'inatteignable. La vraie guérison ne consiste pas seulement à sortir d'une relation. Elle consiste à rouvrir les portes de ta propre vie. À récupérer les parties de toi que tu as dû cacher, réduire, anesthésier ou sacrifier pour survivre. À redevenir entière. Pas parfaite. Entière. Avec ton empathie, mais plus naïve. Avec ton cœur, mais protégé. Avec ta lucidité, mais sans te durcir au point de devenir étrangère à toi-même. Alors si tu entends certaines phrases, si tu reconnais ces cycles, si tu vois ce manège s'accélérer, ne te demande pas comment mieux tourner dessus. Demande-toi comment en descendre. Parce que ta vie n'est pas faite pour être utilisée comme carburant dans le système émotionnel de quelqu'un d'autre. Ta vie est faite pour être vécue.
Pleinement. Librement. Entièrement. Symbole d'avertissement disclaimer. Les informations présentées dans cette vidéo sont fournies à titre éducatif et informatif uniquement. Elles ne constituent pas un diagnostic médical, psychologique ou psychiatrique. Les termes tels que psychopathe, sociopathe ou narcissique sont utilisés ici dans un cadre de vulgarisation et ne remplacent en aucun cas une évaluation réalisée par un professionnel de santé qualifié. Chaque situation est unique. Si vous pensez être concerné, par une relation toxique ou si vous traversez une situation difficile, il est recommandé de consulter un professionnel, psychologue, psychiatre ou médecin. Cette vidéo a pour objectif d'apporter de la compréhension, des repères et des clés de réflexion, et non de poser des étiquettes ou de juger des individus.